Pensez à Paul Morand. Pensez à la période qui fut sans doute la plus heureuse de ma vie. Vevey, le jardin du rivage. Combien de fois n'ai-je pas entendu ce disque sur lequel je guettais, avec maman, les rares paroles lancées en intermède par le trompettiste, qui n'était autre que Louise Armstrong. Cela se rappelait des amis, des parents, de leurs fêtes, au soir des régates. Aussi je reviens très souvent ces temps-ci sur la place du marché. Je suis assez distrait pour y réinventer une promenade au cours de laquelle j'étudie à chaque fois les contours des façades gothiques du château de l'Aile. Et tant de souvenirs me reviennent en mémoire. Avec tout près le lac, tout près les mouettes, le carrousel rouge et bleu à 3 places où je tournais certains jours jusqu'à en perdre la tête. Là que des choses se déplaçaient, le décor chavirait, le château, le jardin du rivage se soulevait. Et voici qu'avant-hier, alors que je me tenais non loin du porche du château, la fenêtre de notre ancien appartement s'ouvrit, haute et large, elle se termine en arc de cercle. Elle possède de très petits carreaux donnant sur la place. Elle est située dans la partie droite de l'édifice. Nous l'appelions l'annexe. Sur le balconnet, une vieille femme aux cheveux frisés, blancs, apparut. « Pardon, madame, lui dis-je, le visage levé. Sauriez-vous par hasard qui habite aujourd'hui le grand rez-de-chaussée qui était occupé jadis par Paul Morand ?» Puis je me fis connaître. On ne devait pas m'avoir oublié tout à fait. À ma grande surprise, cette vieille femme, sans hésiter, me lança un sonore « Vous pouvez monter ?» Une lueur, un peu d'indicible, des jours enfuis, me traversa. Machinalement, je fis « oui » de la tête. Quelques secondes plus tard, je foulais à nouveau la cour pavée. Je me retrouvais dans l'escalier de bois sans lumière. Dès après mon bref coup de sonnette, on m'ouvrit avec un large sourire. Je le rendis, je pénétrai dans le long couloir qui ouvrait sur les pièces que nous avions occupées durant plus de 3 ans. Aussitôt je m'appliquai à considérer chaque détail du mobilier, puis les fenêtres, les portes, les chambres que l'on me montrait, avec leurs hauts murs blancs et leurs plafonds stuqués. C'était un tour du propriétaire. Bien que surpris, je l'avais accepté. Émerveillé presque maintenant, je l'accomplissais au mieux et je tentais de capter
mesurer les distances d'une pièce à l'autre. Je m'efforçais de redéfinir la place occupée jadis par les lits ou par notre vieux canapé Louis-Philippe et si, quelque chose renaissait bien du passé. Et ce quelque chose, au fil des minutes, devenait palpable. Est-ce que tout ne m'appartient pas encore un peu ici? Mais il y eut davantage. Dans ce qui constituait la chambre à coucher, celle qui ouvre au moyen d'une porte-fenêtre sur la grande terrasse, et cette terrasse est celle qui surplombe le jardin du rivage, ma vieille hôtesse, une demoiselle Chaudret, sténographe, dactylographe en retraite, sans que je n'ai rien imaginé de pareil, auparavant se mit soudain en devoir de tourner une clé, mais le plus naturellement du monde, puis de faire pivoter la porte d'une armoire murale. Que voulait-elle? Je demeurai bouche bée. C'était une simple armoire à vêtements. Je remarquai dans la partie basse un volumineux duvet de plumes qui était plié en 2 ou en 4, mais il était retenu dans cette cache par un appendice de bois haut d'une 40aine de centimètres. Et vers ce morceau de bois, on voulut bien attirer mon regard. Vous voyez, dit ma vieille hôtesse, la planche est toujours là. C'est votre père qui l'a posée quand vous étiez locataire. Je sursautai. Je compris. Je me sentis avalé par quelque chose d'indéfinissable. Plus de 35 années écoulées qui, soudain, n'étaient plus rien. Tant d'affaires empilées les unes sur les autres, et tout à coup surgissant, là, ce morceau de bois mesuré, taillé par papa, vraisemblablement passé au papier de verre, mis en place, repris, planche sans doute retravaillée un peu. Louis, ça gratte encore, aurait dit maman. Planche ajustée plus finement, puis repassée au papier de verre, rebrossée, retravaillée, encore jusqu'à ce qu'elle ne griffât effectivement plus du tout. Une insignifiante et divine planche de sapin, toujours en service. Je manquais de fondre en larmes. Dans le grand salon côté est, il donnait sur la place du marché. Nous bûmes ensuite une tasse de thé. On m'offrit un verre d'eau mentholée qui jaillit du goulot d'une bouteille clissée. On me proposa
une orange, je refusai. Dans ce salon, je n'eus cependant point autant d'impression. Ici, les murs étaient recouverts de tableaux. Je n'appris rien de bien intéressant au sujet de l'appartement Morand. La dame, lectrice à ses heures, quand mes yeux me le permettent, dit encore « Son journal va paraître l'an prochain. » Ah, nous étions en fin de journée. La pénombre commençait à naître. Je pris congé. Je refis le tour du bâtiment. Tout le soleil du crépuscule tombait sur la terrasse et le jardin à l'ouest, inondant la façade du château où je venais de passer des minutes si singulières. Datant de l'époque de l'annexe, une photo, dite au fauteuil d'osier. Cette photo, ma préférée. Le cliché est pris sur la terrasse. On y accède depuis la chambre à coucher. Je l'appellerai désormais la chambre à l'armoire. Terrasse donc située du côté ouest et possédant une vue sur l'ancien casino. À travers les arbres, on y devine les tables installées l'été pour le plein air. On y plonge aussi sur le jardin du rivage, le jardin de Paul Morand, qui était le jardin de Paul Morand. Mais surtout, on y plongeait à l'époque. Les arbres n'étaient pas si hauts, sur cet endroit où avaient peut-être été prises les photos de Roger Nimier en chaise longue. Haut comme 3 pommes, je me tenais donc ainsi debout pour la pause, le visage penché. C'était ma coutume, et c'est ma coutume encore aujourd'hui, si je suis photographié. Tout près, contre lequel je feignais de m'appuyer, le fauteuil d'osier. Et comme il m'apparaissait immense, alors, il était recouvert d'une protection rembourrée en jaune et bleu, quelques motifs géométriques y étaient imprimés. Il ressemblait à des fleurs. Le fond devait être anthracite ou bleu marine. Ce fauteuil, s'y asseyait-on, j'avais l'impression d'y entrer comme à l'intérieur d'une cabane. J'y disparaissais. En fait, ce modèle avait régné durant une décennie sur le style des meubles d'agrément. Et je ne sais plus quand il disparut par chez nous, happé dans le tournoiement, le brassage familial. Mais il fut à cette époque l'objet de 1001 transports. C'était le fauteuil d'osier par-ci, le fauteuil d'osier par-là. Est-ce que je ne l'avais pas traîné d'un bout à l'autre de la terrasse qui était vaste? Ce n'est
pas impossible. Avant de le retourner sur ma tête pour m'en faire un toit ou la carapace d'une tortue. Et je me disais donc parfois que cette photo avait pour seul titre Fauteuil d'osier, années 60 avec petit garçon. Mais Dieu, que j'étais jolie. J'étais blond comme les blés. Maman, elle disait blond vénitien. Et c'est ce que dut voir tant de fois à cette époque la princesse Suzzo.